bonjour, bienvenue dans les Chroniques d'Île-de-Garde. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre, d'un roman policier qui s'appelle La femme de ménage, elle connaît tous vos secrets de Frida McFadden. C'est un livre qui est sorti, si je ne me trompe pas, au début de l'été 2025, qui a connu un petit succès. Alors, pour résumer le livre, sans tout dévoiler, c'est un thriller psychologique centré sur le personnage de Millie, une jeune femme au passé trouble, qui est récemment sortie de prison et sans domicile, sans famille, qui se retrouve un petit peu dans une galère sans nom. Elle est assez désespérée. Et là se présente une opportunité d'un emploi de femme de ménage chez les Winchester, famille aisée de New York. Alors son rôle au sein de cette famille va être de faire le ménage, la cuisine et de s'occuper de la jeune fille de la famille qui s'appelle Cécile. Donc tout au long de ce roman, Millie va découvrir que peu à peu, les Winchester cachent des petits secrets, même des très gros secrets. Alors, c'est un thriller entre manipulation, révélation, sur le propre passé de Millie, avec un suspense assez prononcé. Millie va devoir lutter pour sa survie, alors que la frontière entre victime et coupable devient de plus en plus floue. C'est en gros le résumé du livre. L'analyse que je peux en faire, une analyse très rapide, c'est que le suspense du roman repose sur la vraie nature des Winchester, de cette famille new-yorkaise, et sur les retournements de situation concernant qui est réellement la victime et qui est le bourreau. Parce que la famille cache des secrets qui sont un petit peu liés à la folie, à la violence domestique et à la manipulation psychologique, sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Il est très important de définir, je pense, les notions de victime et de bourreau pour après pouvoir l'inclure en image sur le cas drama que je vais associer à ce roman, qui est un cas drama assez fort. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, revenons sur la définition de la victime et du bourreau. Donc, la victime, c'est une personne qui subit des injustices de la part de quelqu'un. C'est une personne qui va être blessée, détruite ou sacrifiée dans diverses conditions. Je vais vous donner maintenant la définition du bourreau. C'est une personne qui martyrise quelqu'un physiquement et ou moralement. Alors, pour martyriser cette personne, ce bourreau va avoir quelques techniques qui font partie de la manipulation psychologique. C'est une méthode délibérément mise en place ou en œuvre dans le but de contrôler ou d'influencer cette personne. Vous allez comprendre, parce que je vais essayer de faire des parallèles pour vous démontrer un petit peu tout ça. Alors, dans ces différentes techniques, vous avez 6 principales pratiques de manipulation. En gros, c'est les plus usitées. Vous avez le charme, le silence, la coercition, la raison, la régression et l'avilissement. Donc on part du plus petit au plus grand. Le charme, je n'ai pas forcément besoin d'expliquer comment on peut interagir avec, c'est-à-dire que la personne va vous faire sentir aimé, va vous faire sentir désirable. Donc vous allez me dire, oui, mais quand je parle à quelqu'un, voilà, c'est un contact, c'est savoir si on plaît, on ne plaît pas. Oui, oui, mais avec quelqu'un qui ne demande rien en échange. C'est-à-dire ça va être une relation dans le donnant-donnant, pas dans je te donne pour reprendre. Le silence vient après, c'est-à-dire qu'une fois que cette période de charme va être passée, où vous allez avoir une relation, vous allez aller chercher l'approbation de cette personne.
pour X raisons. Et le jour où cette personne ne veut pas vous donner son approbation, elle va rester dans un silence très pesant. C'est-à-dire que là, elle vous renvoie en fait quelque chose qui va vous faire interroger en disant qu'est-ce que j'ai dit, il ne me répond pas, ou elle ne me répond pas, qu'est-ce que j'ai dit de mal, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Et ça va susciter en fait une emprise sur vous parce que ça va vous déstabiliser. Parce que le but de la manipulation, c'est quand même de vous déstabiliser. Vous allez après avoir la coercition. La coercition, pour résumer, ça va être un ensemble de comportements utilisés pour dominer, pour intimider, comme l'isolement, la privation. Alors, la coercition va beaucoup la retrouver dans... Enfin, son usage va beaucoup être retrouvé dans tout ce qui est mouvement sectaire. Vous avez à l'époque, qui était, je crois, la secte... je ne me souviens plus du nom de cette secte. C'était pas Aoum, c'était une autre secte un petit peu très connue dans les années 80, 90, 87, 90, qui était Hare Krishna, voilà, Hare Krishna. Et en fait, ils enrôlaient des membres qu'ils isolaient de leur famille, de leurs relations, parce que c'était basé dans des maisons ou des lieux, et surtout, on les privait de nourriture, en leur donnant le strict minimum, et surtout on les privait de sommeil. C'est-à-dire qu'on les faisait travailler, et dès qu'il y avait ce sentiment de fatigue, s'ils s'endormaient, on leur passait de manière continuelle et répétitive des discours de la secte. Donc en fait, votre cerveau est privé de sommeil. Votre corps, non, mais votre cerveau, oui. Donc au bout d'un moment, vous ne raisonnez plus, parce que vous êtes fatigué. Vous avez la raison. La raison, c'est ce que l'on va retrouver dans bon nombre de discours politiques. C'est l'art de l'argumentation, de la manipulation, dans quelque chose où, finalement, la personne va vous démontrer quelle est la raison et que vous avez tort. Et ça passe uniquement par le langage. Donc, on va vous concentrer. C'est une bataille, je vais dire, d'ego, tout simplement. Vous avez la régression. Face à l'anxiété, on va développer un conflit émotionnel. De manière à ce que la victime, le sujet, retombe dans des comportements antérieurs ou infantiles. Vous avez quelquefois, je pense qu'on en a tous dans nos relations, des couples où vous avez quelqu'un qui est plus dominant que l'autre et qui à un moment donné va lui dire mais enfin c'est pas comme ça qu'on fait, je te l'ai déjà expliqué. Donc ça va générer un comportement de l'autre personne, on va l'infantiliser. Tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais même pas boutonner ta chemise correctement, etc. etc., etc. Et vous avez le point le plus important et le plus abject, qui est l'avilissement, c'est-à-dire l'abaissement, la déchéance, la dégradation, l'indignité, la profanation, etc., etc. Donc là, on arrive déjà à un stade qui est... je ne peux pas faire de comparaison. Si je me base sur l'actualité présente, il y a une affaire avec une jeune fille, là récemment, voilà, on est arrivé au stade de l'avilissement. Après, il n'y a plus rien. C'est un stade qui n'est pas courant de rencontrer, fort heureusement d'ailleurs. Alors, tous ces paramètres sont à prendre avec beaucoup d'attention, parce que chaque personne que vous allez croiser n'est pas forcément en train de vous manipuler. Il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, cette manipulation va intervenir tout au long de ce roman, pour le remettre dans le contexte.
C'est assez plaisant quand vous connaissez ces différentes techniques parce que vous allez les identifier très vite. On peut combattre la manipulation psychologique en refusant un certain nombre de choses. Mais on revient toujours, qui est la victime, qui est le bourreau? Si vous êtes une victime, c'est que vous n'avez pas eu la ressource nécessaire pour pouvoir identifier cette manipulation. On part du principe que les relations qu'on peut avoir sont des relations non toxiques. Ce qui est généralement le cas, puisque c'est de connaissance en connaissance, etc. Il arrive un moment donné où vous allez rencontrer des personnes dites toxiques. À vous de savoir les identifier ou de savoir identifier ce qu'elles vont pouvoir vous dire ou ne pas vous dire et de vous en éloigner. Je crois que la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, depuis quelque temps, produit énormément de comportements toxiques, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu du travail. Je me pose la question, depuis pas mal d'années maintenant, qu'est-ce qui fait que certaines personnes acceptent de subir des actes qui n'ont pas lieu d'être, sans rien dire? Alors, je sais que c'est par peur. Mais peur de quoi? D'être licencié de son travail? Parce qu'on a des crédits? Parce qu'on a une famille à charge? Je ne sais pas si c'est la bonne option de vouloir subir. Encore une fois, ça n'enclenche que moi. Je ne suis pas là pour faire de la polémique. Mais subir quelque chose, déjà le mot subir n'est pas joli. Subir, ça veut dire que je suis contraint. Je suis contrainte d'accepter et que surtout je n'ai pas le choix. Ça s'appelle une dictature. Je n'ai pas le choix. Si, nous avons toujours le choix. Alors, on inclut, je pense, en tant qu'humain, énormément de paramètres, que ce soit des paramètres qui viennent de l'inconscient collectif ou qui sont sociétales. Et on est tellement la tête courbée qu'on ne se pose plus la bonne question de se dire pourquoi je subis. Quand ça ne me touche pas personnellement, ou vous-même d'ailleurs, quand vous voyez quelqu'un qui se fait molester, alors vous avez deux réactions possibles. Ce que je constate en ce moment, c'est soit vous sortez votre téléphone portable et vous filmez. Alors je ne sais pas pourquoi. Ou vous allez essayer d'aider, d'apporter une aide. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler vouloir sauver la situation. Donc à ce moment-là, il y a une troisième notion qui arrive, qui est la notion de sauveur. Je veux sauver cette personne que je sens et que je vois en danger. Alors, il y en a qui vont le faire de manière instinctuelle. Alors, même si en face, vous avez un homme d'1m90 et de 120 kg, vous allez y aller. Vous allez y aller parce que pour vous, c'est une injustice tellement flagrante que vous ne pouvez pas passer à côté. Et si vous passez à côté en disant « c'est pas mon problème, il y a bien quelqu'un qui va y aller, moi, je m'en lave les mains, je continue ma route », je pense qu'à un moment donné, il faut vous poser des questions. Donc, victime, bourreau, sauveur et le reste. La majorité des gens vont être dans ce qu'on appelle une neutralité. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément une victime ou un bourreau. Je peux passer toute ma vie sans qu'il m'arrive rien, sans avoir
je veux dire, je ne vais pas dire de conflit, mais de bagarre, de prendre des positions, etc. etc. Moi, j'ai une amie comme ça qui traverse la vie, c'est un soleil, et il lui arrive pratiquement jamais rien. Soit elle a un bon boulot, elle est mariée, elle a des enfants, tout s'orchestre très très bien. Je suis très contente pour elle d'ailleurs. Mais vous avez la majorité des gens qui vont forcément à un moment donné de leur vie être confrontés à avoir à faire un choix entre est-ce que je deviens victime ou pas. Attention, je n'ai pas dit est-ce que je deviens bourreau ou pas. Est-ce que je deviens victime ou pas. Après, c'est, je pense, l'éducation qu'on a, c'est la force de caractère que l'on a qui va faire pencher la balance. Donc tout ça pour rebondir sur pour illustrer ces propos-là, sur le K-drama. Alors K-drama, ce sont des petits films ou feuilletons souvent coréens, ça s'appelle K, Korean Drama, qui sont très prolifiques. Les Coréens sont très très prolifiques en matière de cinéma et de séries, de production de séries, que moi j'apprécie particulièrement. Ça nous montre un petit peu autre chose de ce qu'on peut connaître. Et là en particulier, il y a un K-drama qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle The Glory. Je vais vous mettre les références directement en commentaire. C'est un thriller psychologique centré sur la violence scolaire au démarrage. Donc, c'est une toute jeune fille, un personnage principal qui s'appelle Moon Dong-eun, qui était lycéenne, pauvre, harcelée et torturée par un groupe d'élèves riches. Alors, devant tout ça, devant cette impuissance face à l'indifférence des adultes et de tous les autres lycéens, Moon Dong-eun finit par abandonner ses rêves de devenir architecte. Sauf qu'elle va se donner les moyens, et ça vous le verrez tout au long de la série, elle va se donner les moyens d'arriver à son but, qui va être une vengeance. Mais pas une vengeance violente, basée sur la violence. Ça va être une vengeance basée sur de la manipulation et le démantèlement progressif des vies de ses agresseurs. Donc chaque épisode va illustrer la patience et la précision de sa stratégie. Et tout ça, c'est lié à la souffrance qui n'est plus physique, mais qui est devenue morale de son passé. Je vais dire que ce drama, The Glory, c'est un drame puissant sur la résilience, la justice personnelle et les séquelles du traumatisme. Alors il est très très dur, attention, les premiers épisodes sont très durs puisque on voit les violences physiques subies. Je crois dans le deuxième épisode, vous allez voir, donc c'est Moon Dong-eun est la première personne qui a été harcelée. Et à un moment donné, il y a une deuxième jeune fille, une deuxième collégienne qui est harcelée. Moon Dong-eun s'en va. Et cette deuxième collégienne, en fait, c'est le souffre-douleur de substitution. Et quand elle voit ça, elle va revenir dans le jeu pour protéger cette deuxième collégienne. Donc, je passe de victime à sauveur, victime-sauveur, pour devenir ensuite le bourreau. Alors, cette série est très très bien faite et le jeu de l'actrice qui s'appelle Kim Eun-sung est phénoménal. C'est assez captivant, même s'il y a des moments très durs, mais c'est très, très captivant. Et en filigrane, vous avez ce jeu qui s'appelle le jeu de Go, qui est beaucoup plus puissant que le jeu d'échecs, parce que c'est de la manipulation aussi. On va manipuler les pions
le fait de jouer, de pousser ses pions sur le plateau de l'adversaire, de manière à aller détruire sa maison. Alors, une partie peut durer des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines. Donc, c'est vraiment être très, très stratégique. Et ça se retrouve dans cette série. Alors, pour argumenter le fait, il ne faut pas oublier qu'aucune souffrance n'est oubliée tant qu'elle ne reçoit pas justice. Aucune souffrance n'est oubliée tant qu'elle ne reçoit pas justice. C'est très, très important. C'est aussi un plaidoyer silencieux pour la reconnaissance des victimes et un avertissement contre les ravages laissés par l'abus de pouvoir. Elle va leur montrer qu'en fait, elle est toujours là. Et surtout, elle va leur faire ressentir le néant qu'elle a enduré. Une souffrance physique et quantifiable. Si vous avez mal quelque part, physiquement, on va vous dire, décrivez-moi votre douleur sur un panel de 0 à 10. Vous allez dire, ah, j'ai mal à 6, à 7, à 10, à 2. Une souffrance morale, vous ne pouvez pas la quantifier. Vous ne pouvez pas dire, j'ai mal à 9, parce que ça ne représente rien du tout. C'est pour ça que vous avez dans certains comportements d'adolescents, des gens qui se scarifient. Ils se scarifient pour passer d'une souffrance morale à une douleur physique, où là, je vais pouvoir la quantifier. Je vais pouvoir la voir, je vais pouvoir la toucher, je vais pouvoir la ressentir. Une souffrance morale, vous ne la ressentez pas dans votre corps. Vous souffrez. Mais vous ne pouvez pas dire comment et combien vous souffrez. Physiquement, vous pouvez dire, je saigne, il me faut des points, j'ai un bleu, j'ai un ongle cassé. Vous pouvez la montrer. Une souffrance morale, vous ne pouvez pas la montrer. Donc, pour faire le parallèle entre le roman de Freda McFadden, La femme de ménage, et The Glory, regardez-le si vraiment vous aimez un petit peu ce genre d'histoire. Je pense que vous allez beaucoup, beaucoup apprécier The Glory. Donc nous allons ah oui, et il arrive aussi que vous ayez ce qu'on appelle, vous avez certainement entendu parler, vous avez dans des cas de bourreau-victime un syndrome qui est apparu qui s'appelle le syndrome de Stockholm, qui est un phénomène psychologique qui se produit entre une victime et son bourreau. Alors, certains otages ou victimes peuvent développer pendant leur captivité ou le temps où ils ont été retenus en otage une certaine empathie à l'égard de leur geôlier. Alors, cette expression, elle vient d'une histoire qui est vraie, qui s'est passée dans une banque en 1973 à Stockholm. 2 évadés de prison ont pris 4 otages, des employés de la banque, et les ont maintenus pendant, je crois, toute la journée en otage. Et bon, ça s'est très bien fini puisque les braqueurs ont été pris. Par contre, les otages n'ont jamais voulu porter plainte contre les braqueurs. Le négociateur à l'époque, alors on appelait ça le syndrome de Stockholm, parce que ça s'est passé à Stockholm, mais en fait, le négociateur à l'époque était un psychiatre qui s'appelait Nice Bergerot, et c'est lui qui a donné ce nom à ce comportement. C'est-à-dire que vous pouvez développer une certaine empathie pour vos geôliers, pour vos bourreaux. Alors, est-ce qu'à un moment donné, le cerveau craque et se dit je ne peux pas faire, sur un mode de survie, je ne peux pas faire autre chose que ça, que d'apporter une certaine empathie à ce bourreau pour rester en vie, tout simplement, je ne sais pas. Ou est-ce que parce qu'il légitime le fait que dans le cas de ces braqueurs ou dans le cas
vous avez un syndrome de Stockholm qui est très connu, qui s'appelle le cas de Patty Hearst, où elle a fini par aider les braqueurs à commettre leurs méfaits. Elle ne s'est jamais expliquée de ce fait-là. Alors, ralliement à la cause, ralliement au personnage, parce qu'on va développer une certaine empathie. Plusieurs possibilités. Et de voir cette, on va dire, cette justice cathartique où chaque bourreau va s'autodétruire sous le poids de sa propre corruption. La vengeance devient comme un purgatoire en fait. Elle redonne une confiance à la victime, si ce n'est une légitimité à reprendre le cours de sa vie ou à exister. Ce qui, dans le cas de The Glory, vous verrez, parce que c'est aussi plein de petits rebondissements, d'arriver à se dire que finalement je suis arrivée au bout de ma vengeance et quelque part je n'ai plus de raison d'exister puisque j'ai accompli ce que j'avais à accomplir. Il n'y a plus rien au-delà de ma vengeance. Et là, la série va nous prouver le contraire, va nous donner une raison d'aller au-delà de cette vengeance. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est très important pour moi et qui va peut-être me donner une raison de continuer si vous aimez ce que vous avez vu. Voilà, donc abonnez-vous, n'oubliez pas de liker et puis je vous dis à très bientôt pour le tome 2 des secrets de la femme de ménage de Frida McFadden. Voilà. Prenez soin de vous.